Bref. Bon, moi j'avais envie de voir le format de Blast. Dissolution, le piège criminel de Macron. Après, le truc est sorti il y a 23 h. Si ça tombe, c'est daté un peu. Ça tombe, c'est daté un peu. Mais on va regarder. Le président de la République doit choisir de s'en remettre à l'esprit des institutions. Nous lui demandons solennellement de prendre... En fait, c'est ça qui est horrible, c'est qu'une vidéo qui date d'hier est déjà datée. Les choses vont aller tellement vite que ça va être même pour nous, notre travail, ça va être difficile, quoi. Acte de cette nouvelle donne politique, d'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives. Il l'a fait. Hier soir, à 21 h, le président Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale pour redonner la parole au peuple après l'échec cinglant de sa liste aux élections européennes. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai déjà vu chez Iliès. Décidé de vous redonner le choix Je suis Ilias, moi. De notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Sommé par Jordan Bardella de dissoudre l'Assemblée nationale, le maître des horloges s'est exécuté, jouant au président presque prêt à cohabiter avec le Rassemblement. C'est marrant qu'il le présente comme ça, parce qu'on n'est pas sûr. Hein. Merci l'UM. C'est vrai que ça donne cette impression hein, qu'il a obéi à Bardella. Apparemment non, Bardella était juste au courant en avance, quoi. Il a écouté Paul Bellec. Vous croyez que Bardella, il écoute Paul Bellec? Il a écouté Paul Le Poulpe, et du coup, il était au courant. Cette décision est grave, lourde. Mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Cet électrochoc politique a sorti la sphère politico-médiatique de sa léthargie post-électorale. Et non sans raison, pour la première fois de ses 2 mandats, Emmanuel Macron fait appel au peuple. Et sans filet de sauvetage. Et pour tout cet ensemble de commentateurs désemparés face à des résultats qu'ils ne comprenaient pas bien, il a bien fallu trouver un angle, et le voici. C'est la démocratie qui s'exprime. Il y a un moment donné, le président de la République tranche et appelle le peuple pour qu'il réagisse. L'heure est grave. Je crois que quand on donne la parole au peuple et on fait confiance au peuple, on se trompe jamais. Le président... Ah mais attendez, mais moi... Ah oui, c'est vrai que je voulais voir ça. Les gens, vous avez pas les vidéos des gens de... des gens de Renaissance qui chialent, là? Attendez. Renaissance, Macron, dissolution. À mon avis, je peux trouver. Ah, voilà. J'ai décidé... Ah, YouTube, non! J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Il y en a qui crient, il y en a qui applaudissent, ils comprennent pas. L'Assemblée nationale. En fait, ils sont tellement sous morphine, les électeurs de Macron, parce qu'ils ont littéralement aucun choix stratégique et politique à faire, à part sucer le président. Que d'un coup, ils savent pas, en fait, ils savent pas quoi en penser. Il y en a, ils applaudissent, il y en a, bon. Moi, je pense que c'est pas une bonne décision. C'est pas une bonne décision, il fait la même connerie que Chirac, je pense. Je pense que le RN va continuer dans sa dynamique. Et vous savez ce que j'ai peur, alors c'est un peu irrationnel, ce que j'ai peur c'est qu'il soit... Pourquoi il dit que c'est la même connerie que Chirac? Parce que moi, dans mon souvenir, Chirac, c'était un peu quand même le bouclier vis-à-vis de l'alliance de la droite avec le FN. Hein. Alliance qui a complètement sauté avec Ciotti qui veut faire des accords d'ailleurs. Mais il me semble, hein. Genre pourquoi Chirac, c'était quoi la connerie? C'est quoi la référence? Des militants, des fanatiques, ils sont tous pareils. Obligé de mettre comme Premier ministre quelqu'un du Rassemblement national. Je suis surprise, déçue et atterrée parce que si on se tire une balle dans le pied, c'est un suicide. Mais pour qui tous ces gens vont voter? Les pauvres, hein? Il va plus rien leur rester. Pas les mots, c'est complètement fou. Vous pensez qu'ils vont virer à droite? Ils vont voter PS? Ils vont accepter de voter FI? Non, je sais pas, hein. Est-ce qu'ils vont préférer... Est-ce que tous ces petits gens là, qui sincèrement, je pense, ont peur du Front National, est-ce qu'ils vont se corrompre à voter FN ou est-ce qu'ils vont voter FI? On fait ça. Là, ce sera même pas de l'instabilité. Là, il y aura même pas de majorité. Il y aura pas de. Il y aura pas de majorité. Une dissolution, pour moi, ça me paraissait insensé à n'importe. Moi, je pense qu'il faut le retour de François Bayrou. Je pense que c'est son moment là.
François Bayrou, reviens. Drapeau à la main. Le centre, le pragmatisme. Le moment avant 2027, donc non, je ne l'ai pas du tout venu. On est très étonnés, mais on comprend la logique. Non. On comprend la logique démocratique. Et on va tous... Valls, il fait quoi là? Les gens, la dernière fois que j'ai vu Valls, c'était dans le documentaire Légende sur le quotidien des candidats. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il était là, Valls. Attendez, parce que c'est une info importante, regardez. Légende, campagne, candidat. Regardez, non mais les gens. C'est vrai qu'on n'a pas trop de nouvelles de lui. Mais regardez, François-Xavier Bellamy. J'ai l'impression. Hop. Là, il est en train de préparer son petit débat avec Louis Boyard, là. Totalement Regardez. improvisé devant. Hop, là, il y a Louis Boyard. Il est où, Louis Boyard, là? Ah, voilà. Alors là, ils parlent entre eux, ils sont en mode, bon, bah, on va se bagarrer, on va faire un débat. Très intéressant, tout ça. Et là, pendant le débat. On respire à nouveau, on suffoquait avec cette scène politique complètement fichée. Et donc, rappelez-vous, hein, François Bellamy, c'est les Républicains. On a de l'espoir. Et donc, on va pas tarder à parler, les yeux dans les yeux. Benoît Hamon, il a essayé, ça n'a pas bien fini. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui ne l'entendent peut-être pas avec les micros, Louis Boyard vient d'arriver sur ce plateau et a lancé un Raphaël Glucksmann qui le quittait. Benoît Hamon a essayé et ça n'a pas franchement marché. Je ne pensais pas qu'on était en mode. Monsieur, vous parlez du droit de vote des étrangers. Mais enfin, j'espère quand même que vous savez faire la distinction entre immigration et colonisation. Sinon, il faut retourner en classe de 3e. Je fais exprès de laisser le suspense. Hein. On parle pas du même sujet. Ce que monsieur Boyard veut dire. Ah tiens! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah là, non, mais en plus, il y a un rassemblement de croutons, hein. Il est là aussi, Ménard. Mais tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là? Tiens. Qu'est-ce qu'il fait là? Tiens. Ça t'intéresse un débat entre Boyard et les Républicains? Le gratteur. Vous croyez il était venu gratter un truc? Regardez, il a toujours un petit regard sur le côté en mode... Est-ce que je peux pas gratter un truc avec ces mecs-là, là? Une petite discussion, un petit post? C'est qu'il est favorable au fait que les étrangers puissent voter en France. Qu'est-ce qu'il fait là? Qui l'a invité? Mais il y a tant de questions. Il fait quoi? Il est en stage là-bas? Bah on sait pas. Mais il est hostile au fait que les Français... Il a pris du bide. Ah ouais, c'est vrai. Non, c'est parce qu'il se tient un peu comme ça, non? Non, sinon il y aurait plus un goitre. Mais bref, voilà, la dernière fois que je l'ai vu, il était là. Voilà, vous avez votre réponse. Ah. Donne la parole au peuple. S'installe alors cette... Ou alors, ouais, il a les clés partout, hein. Si ça tombe, Manuel Valls, il passe sa vie dans les trucs de médias comme ça, il regarde. Vu qu'il se fait chier, juste par nostalgie, il va dans les médias et il regarde les débats sans y être. Peut-être c'est ça, peut-être c'est touchant un peu. C'est un homme errant un peu dans... Petite idée, assez séduisante, que tout est démocratique, tant qu'on demande son avis au bon peuple. Les questions de... Il faisait le débat d'après. Ah ouais? Mais contre qui? Contre Ménard? Ils ont fait un débat Valls contre Ménard. C'est ça leur débat? Assez séduisante, que tout est démocratique, tant qu'on demande son avis au bon peuple. Les questions de calendrier, de débat, de liste, de stratégie sont toutes effacées par ce blanc-seing que donnerait la consultation populaire. Plus sacré que le Saint-Crème de Reims, le président mal aimé pourrait chercher l'absolution de la main du peuple. Alors, cette dissolution surprise de notre président est-elle vraiment ce pansement miraculeux sur les vieilles et douloureuses blessures de notre démocratie? Ou n'est-elle encore qu'un tour de passe-passe politique, voire un piège? C'est ce que nous allons essayer de voir dans ce nouveau décryptage politique pour Blast. Du coup, le décryptage, il va dater un peu, là. Loin d'aider la démocratie ou de donner la parole au peuple, Macron a instrumentalisé la dissolution pour jouer toute une série de coups politiques et stratégiques à son avantage plus ou moins lointain. En effet, Emmanuel Macron, en un seul geste politique, a pu neutraliser l'essentiel des dangers de l'échec aux européennes, déstabiliser les formations politiques de ses adversaires et préparer 2027. Bah oui, mais pas du RN. Qu'est-ce qu'il a déstabilisé au RN? Rien. Il n'a rien déstabilisé chez eux. Ainsi, et même si c'est paradoxal... Est-ce qu'il en aurait les moyens seulement? Il peut pas en fait, il n'a pas les moyens de déstabiliser le RN. Il peut déstabiliser la gauche.
Cette dissolution n'est pas la marque d'une nouvelle confession démocratique d'Emmanuel Macron, mais sa dernière œuvre dans sa collection de... Ou alors seulement le voulait-il? Ça peut aussi prouver que tout ce qui l'intéresse, c'est de déstabiliser la gauche et pas le RN. D'une nouvelle confession démocratique d'Emmanuel Macron, mais sa dernière œuvre dans sa collection de constitutionnalisme pseudo-démocratique. Premier coup politique, neutraliser l'échec aux européennes. Avant l'annonce de cette dissolution... Oui, faire comme si ça n'avait pas existé. Le camp présidentiel était en plein... D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il a annoncé que 3 fois par semaine, il ferait des grandes déclarations dans les médias. On va avoir du Macron 3 fois par semaine. Hein. Une séance de flagellation. Il est tellement en stress qu'il va mettre l'actualité sous perfusion. C'est fou, hein. Publique, comme on ne l'imaginait pas possible. Gérald Darmanin était presque humble. Mais c'est avant tout une défaite pour la majorité présidentielle. Et donc d'abord, il faut le dire. Et il faut dire qu'il faut écouter les Français. Ensuite, voir qu'il ne faut pas relativiser. Ils sont venus voter les Français, plutôt plus que la dernière fois. Et donc il ne faut pas relativiser ce score. Bien sûr, il y a sans doute des intentions européennes, mais incontestablement, il y a aussi des leçons nationales. Rachida Dati a même fait des efforts manifestement surhumains pour ne pas tirer à 360 degrés comme elle en a l'habitude. C'est un échec collectif. Voilà. Et donc, il faut répondre à ces électeurs que moi, je ne diabolise pas dans leurs demandes et dans leurs attentes. Mais échec collectif plutôt qu'échec pour le président et la majorité. Mais c'est un échec collectif. Même ma famille politique, les Républicains, c'est un parti qui a quand même occupé, qui a mené des grandes réformes dans ce pays, qui a marqué ce pays. On ne peut pas se contenter de ce score. Les résultats des élections européennes n'étaient pas mauvais, ils étaient très mauvais. Et les plateaux politiques ont su le rappeler. Les droites extrêmes à plus de 35%, le parti présidentiel qui piétine à moins de 15%, et la gauche éclatée entre Glucksmann à 13,80, LFI à moins de 10 et les Verts à 5% à peine. Les résultats étaient tellement humiliants pour le président Macron qu'il a fallu y couper court au plus vite. Et c'est ainsi que la séance d'humiliation publique a été rapidement mise de côté par les annonces sur l'annonce du président. Ben en fait, ouais, mais le truc c'est à quel point il s'y attendait que ça serait une défaite et qu'il avait prévu à l'avance son move en fait. On a même demandé au ministre sur les plateaux s'il savait ce que le président allait annoncer. Dissolution, pas dissolution. Le chef de l'État a trouvé ça suffisamment important pour prendre la parole. Pourquoi prend-il la parole, Emmanuel Macron ? C'est banal. Ce que je dis, c'est banal. Que les Français demandent de l'autorité. On attendait une réponse un peu plus... Et donc il faut leur répondre à ces Français. Comment on leur répond ce soir ? Parce qu'on ne peut pas faire comme si... On dissout, on propose la proportionnelle pour les législatives. Le président de la République, il va s'exprimer dans quelques instants de le dire. Il est le président de la République. Moi, que lui suggéreriez-vous ? Bref, si ça tombe, ils sont même pas vraiment sûrs. Ils savent même pas vraiment. Bref, le vent a tourné et très vite. Les journalistes l'ont senti. Le temps des élections européennes était en train de passer pour devenir celui des élections... Moi, j'ai l'impression que c'est quand même très hiérarchique le fonctionnement et que des fois, Macron, genre, il est lunatique pour ses ministres. Hein. Il prend des décisions, il s'en bat les couilles. Hein. Comme pour Borne, quand elle s'est fait jarter. Comme pour Attal, qui les tire... Enfin, là aussi, il s'est fait jarter. Il s'y attendait peut-être pas non plus, tu vois. Enfin, je pense... on se rend pas compte, hein. Ça doit être un peu la terreur hein, dans les ministères. Hein. L'ont senti. Le temps des élections européennes était en train de passer pour devenir celui des élections législatives. On a changé de séquence politique en un instant. Hier, on a beaucoup parlé des européennes. Aujourd'hui, on parle encore des européennes un petit peu. Demain, encore moins. Et dans une semaine, on n'en parlera plus du tout. L'attention médiatique sera détournée. Je ne sais pas ce que vont penser nos amis européens dans l'ensemble de l'Europe, des 26, mais ils vont trouver qu'Emmanuel Macron n'est pas un très bon camarade. Il vient de voler l'élection européenne et son attitude, sa décision, c'est clairement de dire les européennes ne sont que une question de politique intérieure et je vais donc en faire le premier tour, vous l'avez très bien dit, d'une élection dont j'espère gagner le deuxième tour. Ah ouais. On ne s'intéressera plus à ce qui va se passer en Europe, la répartition des forces dans le Parlement européen. On va revenir au terrain qu'Emmanuel Macron a su investir autant qu'il a pu, le Front républicain. L'alternative Macron ou Le Pen. La dissolution est ainsi un écran de fumée pour diriger l'attention médiatique sur un sujet qui est plus favorable à Emmanuel Macron. C'est de l'instrumentalisation pure et simple. Comme on vient de le voir, rester sur les résultats des européennes aurait grandement coûté au prestige de l'exécutif. Il lui fallait changer la séquence médiatique sur un terrain d'autant plus favorable qu'il affaiblit ses adversaires politiques. Et c'est son second coup politique. Bah oui, mais il s'est bien fait baiser très vite là apparemment. Genre, reste que ça a quand même permis de masquer... Bah, bref, non mais je sais pas, j'ai l'impression que ça y est, il s'est fait baiser quand même. Second coup, déstabiliser ses adversaires et garder la main. En procédant à la dissolution à ce moment-là, Emmanuel Macron a très bien joué ses cartes. Un parti au pouvoir est très facilement réuni. Le principe, c'est sauver sa peau. On a tout à perdre, il faut donc se serrer les coudes. À l'inverse... En fait
D'après vous, comment il peut se sauver de cette situation? Je veux dire, il est malin. Comment il pourrait se sauver d'une situation où il y a un front de gauche uni, solide, qui s'apprête à faire des scores qui lui permettent vraiment d'être le parti d'opposition face au Rassemblement national, peut-être même de s'équilibrer à peu près à son taux sur certains trucs. Moi, je pense que s'il y a le front de gauche, ça va faire de moins bons résultats que le RN, mais ça va se préciser comme étant la force principale d'opposition au Rassemblement national. Et ensuite, c'est très important parce que ça déterminera la suite en 2027 et tout ça. Faire un front du centre bloc bourgeois. Mais vous pensez que ça va marcher? Accord avec Glucksmann? Bah ouais, mais s'il fait un accord avec Glucksmann, il faut que tout le PS puisse suivre derrière. Ruffin, ok, mais pas Mélenchon trop clivant. Mélenchon, c'est lui qui porte la gauche de rupture, en fait. Genre, désolé, mais tu veux Ruffin, bah tu veux voter Hollande une seconde fois. Voilà, c'est tout. Démissionner, laisser la France s'entretuer pendant 2 ans et se représenter ensuite. Ah, tu penses? Le fameux homme de pierre. Ça va pas marcher. Il espère peut-être un rééclatement de la gauche et voler les libéraux. Bah peut-être, mais c'est aller un peu vite pour lui. Hein. Il faut pas oublier qu'on vient de se prendre 7 mois de diabolisation totale sur LFI. Ouais, ça va être dur à tenir. C'est pour ça qu'on peut se faire baiser, médiatiquement. Je pense que c'est la séquence médiatique et la résistance. En fait, je pense que là, ce qui va être important, c'est que dans les prochains jours, les gens qui font partie de cet accord, à gauche, donc les Fabien Roussel, les Sandrine Rousseau, les Olivier Faure et compagnie, ils vont être invités dans les médias. Et dans les médias, on va les charger à mort sur tous les trucs de Mélenchon antisémite, la séquence Palestine, Mélenchon allié de Poutine. On va tout leur sortir. Et tout dépendra de leur résistance à ça. En fait, tout dépendra de ça. Vraiment, je me demande à quel point ils auront un mot d'ordre et des éléments de langage et à quel point ils vont tenir. Vraiment, tout va se décider là-dessus. Hein. Je pense qu'on n'est pas sauvé d'affaires. Là, je vous jure que la séquence, en fait, qui peut sauver Macron, c'est les médias. C'est vraiment les médias qui peuvent sauver Macron. Parce que là, si les médias n'étaient pas du côté de Macron, il est foutu. Il est foutu parce que les médias, ils peuvent se retourner contre lui et présenter la défaite du président. Mais c'est pas ce qu'ils vont faire. Quand bien même le président il est dans la merde là, ils vont essayer de le sauver. Les médias vont essayer de le sauver. Donc il faudra faire attention à ça. Ça va être très intéressant de voir comment les médias vont recevoir la gauche là. Dans une dissolution, les partis... Ne vous inquiétez pas, Roussel trahira jamais. Ah ouais. J'y crois. L'opposition n'ont qu'à y gagner. L'union est alors structurellement plus difficile, parce que chaque parti veut avoir une plus grosse part du gâteau. On envisage de faire cavalier seul, en s'imaginant mieux loti. Bref, la simple dissolution met les oppositions à leur désavantage, si elles ne sont pas fortement unies. Et ce cycle électoral européen n'a fait qu'exacerber les dissensions à gauche. Mais en fait, le truc, c'est qu'en même temps, les médias peuvent les baiser, et peuvent baiser l'union, et provoquer une sorte de désunion sur des points comme ça, médiatiques... et tout ça, sauf que la réalité, c'est que je pense, ce qui fait que les PSCF, les écolos et tout ça finissent par quand même se regrouper autour de l'AFI, désolé, mais c'est une question matérielle, c'est que là, ils se sont fait sucrer les européennes, certains partis n'ont pas fait les 5%, littéralement, ils n'en peuvent plus, leurs militants n'en peuvent plus, ils n'ont plus de budget, ils n'ont plus de postes à briguer, leurs députés vont sortir, il ne va rien leur rester. Ils n'ont même plus de représentants aux européennes, ou alors ils en ont, mais quelques-uns à peine. Et là, ils vont se faire sucrer, en plus de ça, les députés par Glucksmann. Je veux dire, Glucksmann, rappelle que Glucksmann a siphonné son électorat chez les écolos. Les écolos, ils ont une bonne raison d'avoir le seum contre Glucksmann aussi. Et de pas juste aller lui baiser les pieds. Ils n'ont pas le choix, ils doivent rouler sur les macronistes. Bah ouais. Sans compter le poids des événements en Israël et en Palestine, la division de la... preuve que ça marchera pas, tu commences déjà à critiquer Ruffin. Je critique Ruffin depuis des mois. C'est fou ça quand même. Arrête de dire que je commence à le critiquer, je le critique depuis des mois. C'est pas ici que... Bref. La gauche a été renforcée par le traitement médiatique feuilleton. On le sait depuis des mois que Ruffin, il veut essayer de faire un truc à l'envers. On le sait en fait. Ça se voit.
des oppositions entre les partis, comme on l'a montré dans une chronique précédente. Et c'est l'espoir d'Emmanuel Macron que la gauche reste occupée à se diviser pour que la Macronie reste, encore une fois, la seule force de barrage à l'extrême droite. La duplicité du chef de l'État se retrouve jusque dans la stratégie électorale qu'il a fait adopter pour lutter contre le RN. Moi, je suis désolé, je reviens là-dessus. Je critique Ruffin depuis le jour où, juste après les présidentielles, quelques mois à peine, ou un truc comme ça, je l'ai vu sur un plateau médiatique bégayer quand des gens de BFM TV étaient en train de lui dire « Bah alors Ruffin, peut-être président en 2027, peut-être candidat, ça ne vous plairait pas Ruffin ?» Et lui il était en mode « Bah non, dites pas ça, non, c'est le programme avant tout, le programme. » Bah oui, dès ce moment-là, j'étais en mode, j'ai mon œil qui s'est ouvert, mon œil sur le front, je me suis dit « Toi, je t'oublie pas. Toi, ça se voit que ça te plairait. Ça se voit que t'es très heureux de te faire sucer par des journalistes. Mais le problème, les gens, rendez-vous compte que dans l'état du pays, quand t'as un journaliste de BFM qui essaye de la mettre à l'envers à chaque fois que la gauche essaye de développer des idées un peu radicales, désolé, mais le fait que Ruffin se fasse sucer comme ça sur commande, c'est un mauvais signe. Ne vous faites pas avoir, en fait. C'est un mauvais signe. Désolé, mais quand les médias te sucent comme ça, vu toutes les concessions qu'ils font à Macron, à l'extrême droite, vu comment ils invitent Bardella, vu comment ils essayent de diviser la gauche, vu comment ils parlent de la question palestinienne et vu comment ils instrumentalisent l'antisémitisme, désolé, mais quand Ruffin se fait sucer sur commande sur un plateau, ça ne me rassure pas. Je n'ai pas envie, rien que pour ça, de donner un sein blanc à Ruffin. Un blanc-seing, un sein blanc, un blanc-seing. Bref. Hors de question, en fait. Ce qui est un signe de bonne santé, c'est que les médias ne t'accueillent pas chaleureusement. Au contraire. C'est précisément que les médias ne t'accueillent pas chaleureusement. La Macronie reste, encore une fois, la seule force de barrage à l'extrême droite. La duplicité du chef de l'État se retrouve jusque dans la stratégie électorale qu'il a fait adopter pour lutter contre le RN. Renaissance n'investira pas de candidat contre un député sortant appartenant à l'arc républicain. Autrement dit, si le candidat vient de LFI, il y aura un candidat macroniste. Si le candidat est PS, alors il n'y aura pas de candidat macroniste. Si on veut continuer à perdre, alors c'est vrai, continuer à diviser la gauche. Mais t'as bien conscience que la NUPS, c'est pas LFI qui a foutu en l'air la NUPS, c'est les écologistes. On leur a présenté des têtes de liste aux européennes et ils ont refusé. Marie Toussaint, elle pouvait être tête de liste. Ils ont refusé. Leur argument, ça a été de dire « Ah bah oui, mais si on présente des listes différentes, on a plus de chances, ensemble, d'avoir beaucoup plus de monde qui va au Parlement. » C'était ça, leur truc. Ils ont foutu la NUPS en l'air tout seuls. Ça ne vient pas de Mélenchon, ça ne vient pas de la France Insoumise. La France Insoumise n'a pas arrêté de marteler « Il faut garder l'union, il faut la préserver. » C'est pas eux qui ont mis fin à cette union. C'est pas eux. C'est les autres et leur velléité, leur prétention de pouvoir réussir à reconstruire un parti, quelque chose pour la présidentielle. Ils se sont tous cassés la gueule parce qu'il y a eu Glucksmann. Tous, ils se sont cassés la gueule. Les écologistes, ils ont fait 5%, ok. Mais c'est une défaite complète par rapport à ce qu'ils pouvaient faire à d'autres élections européennes. Ils sont finito. Donc bien sûr qu'ils vont aller sucer Mélenchon. Bien sûr, parce que sinon c'est fini pour eux. Donc non, désolé, mais c'est pas une question de diviser la gauche. Au bout d'un moment, c'est une question de vassalité. C'est pas seulement diviser que de dire ça, c'est qu'au bout d'un moment, moi Ruffin, j'ai pas dit fuck Ruffin, j'ai dit Ruffin rentre à la niche. Ça veut dire que Ruffin a une niche. C'est déjà bien d'avoir une niche. C'est pas un chien errant, c'est pas un chien qu'on a déposé au bord de la route, dans la forêt en partant en vacances. C'est un chien qui peut rentrer chez lui, mais il a une niche et un petit collier et une petite chaîne. Et donc il va être dans la niche. Voilà, c'est tout. Il a voulu mordre. Bon bah voilà, il sera dans la niche. Elle est sérieuse en plus. Bah désolé. C'est tout. Au bout d'un moment, c'est une question de violence politique, c'est tout. Ça se passe comme ça. Le président vient d'inventer la prime à la désunion en sacrifiant des circonscriptions gagnables pour garder le PS, EELV et LFI divisés. S'il veut garder la gauche divisée à tout prix, c'est qu'il doit craindre une gauche unie et puissante. Et la campagne pour les européennes a bien montré comment Macron avait réussi à installer son face-à-face avec le RN. C'est son troisième coup, le plus délirant et le plus dangereux. Le RN au pouvoir dans un mois, pour espérer le décrédibiliser et donc
l'empêcher d'arriver à l'Élysée dans 3 ans. Troisième coup, faire la courte échelle au RN. Oui, et d'ailleurs, je prends un instant pour dire ça. Les gens, dans un moment comme celui-ci, ne vous contentez pas juste de regarder la série épisode par épisode derrière votre PC. En ce moment, il y a des gens qui vont dans la rue pour manifester contre l'extrême droite. C'est dans un moment comme ça qu'il faut le faire, en fait. Parce que c'est aussi ce qui fait, c'est ce qui met la pression à l'Union pour que les gens commencent pas justement par se débiner et par dire « Ah bah non, finalement, on va peut-être faire cavalier seul chacun de notre côté. » Non, c'est aussi le fait d'être dans la rue et de leur faire entendre, de crier jusqu'à ce qu'à leurs oreilles, ils aient conscience qu'on a besoin d'eux, on a besoin de cette union et qu'il faut pas la lâcher. Donc les manifs qu'il y a en ce moment dans la rue, elles sont importantes. Les gens, n'oubliez pas ça. Vraiment, genre, de toute façon, on a un mois. C'est pas comme si les manifs vont être éternels, mais par contre, il faut y aller. Je vous jure, c'est important. En espérant le décrédibiliser pour 2027. La stratégie d'Emmanuel Macron est la même depuis 2017. Instaurer une dualité avec l'extrême droite. Pratique puisque dans ce scénario, la gauche n'existe pas. La tactique est désormais bien rodée et consiste dans plusieurs petits trucs. Il récupère des idées directement chez le RN, comme avec la loi immigration par exemple. Il banalise leurs idées à l'image de Gérald Darmanin, qualifiant Marine Le Pen de molle, et soudainement se pose en seul rempart en période électorale face à la montée de l'extrême droite. Lors de la campagne de 2022, Macron avait déjà refusé de débattre avec les autres candidats à la présidentielle, puisqu'il n'envisageait que le face-à-face. Ah, ça m'a dégoûté. Putain, j'ai même pas eu ma séquence avec Poutou qui dit des dingueries et tout. Avec Le Pen lors du second tour. À chaque fois, le barrage républicain lui permet d'accéder au pouvoir ou de le conserver. Pendant la campagne pour les élections européennes, cette stratégie a particulièrement été frappante et s'est parachevée avec le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Ouais. Tous les autres partis n'ont pas eu le droit à ce traitement. Le débat des européennes, c'était Renaissance RN. Vous avez un projet, on explique aux Français, on va vous donner 300 € de pouvoir d'achat. Vous allez partir plus tôt à la retraite. On va supprimer des taxes. On va baisser la TVA à 5,5 sur à peu près tout. Et en même temps, on va augmenter des postes dans la fonction publique. Mais tout à fait. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, Bardella, il a dit qu'il reviendrait pas, il ne reviendrait pas sur la réforme des retraites. Parce qu'il a dit le pays est trop endetté, donc allez vous faire foutre. Hein. C'est terrible. Hein. Alors que pendant toute cette période-là, ils ont maquillé leurs intentions en disant « Ah bah oui, les Français quand même, ils travaillent trop. Hein. Le peuple, c'était littéralement ça. » Là, il a acté le truc. Il se sent tellement plus pissé que là, ça y est, il s'en bat les couilles du social. Il est même plus dans ce truc de « Oh là là, nos électeurs, il faut quand même pas leur montrer qu'on s'en bat les couilles du social. » Non, vous allez travailler et vous allez mettre Bardella au pouvoir et il va bien vous faire travailler jusqu'à 64 ans et plus. Vraiment, genre, ça y est. On y est. Et c'est comme ça qu'Emmanuel Macron construit sa stratégie politique à travers les médias. En imposant la venue du Premier ministre qu'aucune chaîne d'infos ne peut refuser, Emmanuel Macron fabriquait le face-à-face entre lui et Le Pen. Ce face-à-face a beaucoup donné au président qui a construit dessus sa théorie du barrage. Mais cette théorie a aussi beaucoup donné au RN en légitimant sa place aux yeux de tous. Il y a de grands risques que le RN remporte une majorité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire un ou une première ministre d'extrême droite dans 4 semaines. Ça veut dire un gouvernement d'extrême droite avec son lot de ministres de l'éducation, de l'intérieur ou encore des affaires étrangères racistes, xénophobes, sexistes ou amis de Poutine. Prendre cette décision maintenant, alors que le parti présidentiel a rarement été aussi détesté. Putain, si on obtient au moins cette victoire de l'Union, ça va quand même être une période dure. Hein. Ça va être une vraie période de tension. Hein. C'est ça qui me terrifie, c'est que là ensuite on est parti jusque 2027. Peut-être que jusqu'à 2027, ça va être un pays quasiment ingouvernable, où à l'Assemblée, ça se crache dessus, ou dans la rue, ça se crache dessus. Ça va être dur, hein. Pas sûr, les gens en majorité n'aiment pas le chaos, ils revoteront Macron comme à chaque fois. Bah non. Alors là, t'as bien conscience que les gens, ils ont pas envie de voter Macron, là. Même ses électeurs, ils disent qu'il a fait une erreur. Faire un pari fou. Option 1, il gagne. Il pense ressortir de toute cette histoire renforcée avec une vraie majorité présidentielle et un regain de légitimité. Il gagne. Option 2, il perd et doit laisser l'extrême droite arriver au pouvoir. Mais il gagne encore. Il se présentera comme le dernier barrage contre le RN dans le pouvoir durant la cohabitation. Dans sa stratégie, Emmanuel Macron se pense probablement gagnant dans les 2 scénarios. Le seul où il perdrait vraiment, c'est celui où le Front populaire
l'union de la gauche serait au pouvoir. Car même si l'extrême droite arrivait au pouvoir, ça permettrait à Macron de faire preuve de l'incompétence du RN aux manettes. Le tout dans un contexte extrêmement tendu, notamment sur le plan géopolitique. C'est d'ailleurs sur ce terrain-là que Gabriel Attal a attaqué Jordan Bardella lors du débat. Les dossiers, le côté technique pour montrer qu'il n'était pas sérieux. Un échec cuisant, puisque dans les jours qui ont suivi, ce débat où Gabriel Attal a été considéré comme gagnant médiatique, l'extrême droite était plus forte que jamais. Emmanuel Macron sait qu'il est beaucoup plus difficile de gagner une élection présidentielle lorsqu'on sort d'un exercice du pouvoir. Et c'est sur ça qu'il compte pour espérer que le camp macroniste l'emporte en 2027. Car pour l'instant, les récents sondages donnent Marine Le Pen victorieuse si une élection se tenait demain. Ce troisième... C'est vrai que c'est possible, hein. Peut-être qu'à long terme, c'est peut-être ça, hein. Ça va être la merde. Il y aura une gauche unie face à un RN qui a une majorité à l'Assemblée. Ça va se cracher dessus à l'Assemblée, ça va se cracher dessus dans la rue. Et tout le monde va être en mode « Regardez Macron, le pauvre, il est en cohabitation, mais il a les pieds et les mains liés. » Alors que c'est lui le pragmatique, c'est lui qui a organisé notre pays correctement. S'il te plaît, Macron, reviens. Et en 2027, peut-être que ça sera ça. Hein. Coup, c'est le plus dangereux. On savait qu'il jouait avec l'extrême... La gauche a toutes les cartes en main. Bah, pas vraiment. Hein. Il y a beaucoup de cartes pièges dans le deck de gauche. Hein. C'est pour ça que c'est pas une partie gagnée d'avance. Hein. Droite à des fins électoralistes. Mais désormais, on sait qu'il est prêt à leur céder le pouvoir pour espérer mieux le reprendre. Emmanuel Macron déteste tout ce qui est de gauche, progressiste, solidaire et écologique, on le savait. Mais on n'était pas sûr de savoir à quel point. Avec cette dissolution, on le sait désormais. Il déteste la gauche davantage que l'extrême droite. Oui. Les analystes de plateau choqués et un peu amoindris par l'annonce présidentielle ont vu dans cette dissolution un salutaire recours au peuple. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en réalité tout l'inverse d'un recours au peuple. Cette dissolution est le dernier acte d'un président seul, capricieux, mégalo, mais surtout dangereux. Loin de promouvoir l'idéal démocratique d'une élection libre et régulière, il a réduit la campagne à 3 semaines pour prendre de court ses opposants. On discutera à peine. On ne débattra presque pas. Il s'est servi de son pouvoir de dissolution, normalement là pour permettre le bon fonctionnement des pouvoirs publics, afin d'atténuer les difficultés politiques de sa défaite et profiter des vulnérabilités de ses opposants. Mais plus grave encore, ce que cette annonce nous montre, ce sont les risques d'un pouvoir solitaire. Comme le président l'a dit dans son intervention, personnellement, il n'a pas d'autre échéance électorale jusqu'en 2027. Et il s'en est vanté, comme si c'était la preuve de son impartialité, alors que c'est surtout la démonstration de son irresponsabilité. Nous sommes coincés avec lui jusqu'en 2027. Et alors même que je suis le seul responsable politique à n'avoir aucune échéance électorale personnelle en 2027, soyez certains d'une chose. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. Ma seule vocation et de vous servir. Les députés sont congédiés par la décision unilatérale d'un président très peu légitime et plus du tout représentatif. Après l'article 47.1 et 49.3 sur les retraites, la loi immigration avec le RN, le président ressemblerait davantage à un agité avec le doigt sur le bouton nucléaire qu'à un grand stratège. Il ne recule devant rien et n'assume aucune de ses défaites. Il brûlera tout plutôt que de renoncer à garder la main et le pouvoir. On est coincé avec un gars qui a le complexe de Dieu. Là, j'ai l'impression qu'il a plus un complexe de Christ, hein. J'ai l'impression qu'il a envie qu'on le crucifie sur une croix, entre la gauche et la droite, histoire de dire, regardez à quel point ils sont irresponsables, regardez comme moi, président sacrifié par rapport au vote des Français. Je suis pieds et mains liés, je ne peux rien faire. Vous me faites souffrir, moi, pauvre président. Vous n'avez pas voté pour moi, vous avez voté pour des irresponsables alors que j'aurais pu mener le pays sur le droit chemin. Regardez. Et peut-être ça va fonctionner. Je sais pas. Mais c'est un plaisir de le voir crucifié quand même. Les propres électeurs en sont catastrophés. Vous pleurez ? La vitesse des temps, c'est toujours s'unir et résister pour dessiner l'avenir, ou se replier ou céder à toutes les décisions. C'est pas une bonne décision. C'est pas une bonne décision. Et je ne les laisserai pas. Fédération continueront. Allez, pleure. Les risques du RN au pouvoir sont immenses, pour la démocratie, pour la France et pour l'Europe. Mais le pari poker dictateur unilatéral d'Emmanuel Macron nous engage tous, et l'alternance véritable ne pourra être conquise que sur le dos d'une gauche unie et soudée. Il nous reste que la gauche. Il reste que la gauche pour pouvoir faire front au Rassemblement national. Et je le dis dans ce moment, je le dis avec gravité, avec responsabilité, il nous faut une gauche unie. Il faut arrêter les conneries. C'est le seul moyen d'aujourd'hui faire front au Rassemblement national. Et j'en appelle dès ce soir Marine Tondelier, Olivier Faure, Fabien Roussel, Emmanuel Bompard pour qu'on se range derrière une barrière commune. Je suis d'accord avec un macroniste,
Mais les gens, en fait, ce qui est terrible... Attendez, j'attends la fin. Une barrière Front populaire, parce que, on l'a vu dans l'histoire de notre pays, on est capable d'un sursaut. Ainsi, cette dissolution n'est pas l'acte d'un président rendu humble, après de mauvais résultats électoraux qui s'en remettraient à la sagesse du peuple. Non. C'est le coup de maître d'un stratège politique. Le problème, c'est que la politique n'est pas un jeu, et que les conséquences du... Bah ouais. Mais là où la vidéo elle est un peu datée, c'est que désolé, mais des stratèges politiques, il n'y a pas que Macron. Hein. Et on a dans plein de camps politiques. Hein. Désolé, mais on en a des stratèges chez nous. Ça, il s'est fait vite baiser à son propre jeu, mais après, on verra. Hein. Nos pouvoirs seront réels. À Blast, nous resterons mobilisés lors des prochaines semaines pour suivre... Maintenant, le barrage, c'est la gauche. Bah oui, mais c'est pour ça que je reste anxieuse. Parce que la gauche a montré à quel point le barrage ne pouvait pas tenir longtemps, des fois. Hein. C'est un barrage solide, c'est pas un barrage très solide. Hein. Et bon, c'est ça qui fait peur, quoi. Vraiment, vraiment, il faut leur mettre la pression pour pas qu'ils trahissent. Hein. Il faut leur mettre la pression. Hein. Ouais. La campagne des législatives. De mon côté, je reviendrai dans un épisode du Peuple a ses raisons plus tard dans le mois pour revenir sur l'enjeu crucial qui se joue lors de ce futur scrutin. La semaine prochaine, vous retrouverez Paloma Moritz et Salomé Saké dans une grande vidéo décryptage des élections à venir, des alliances en cours, où elles feront le point sur la situation et sur ce qui se joue du côté de la gauche notamment. Le barrage tient une nuit après les élections. Ouais, potentiellement. Je pense même qu'il y a des chances que ça soit ça. C'est-à-dire que, littéralement, le lendemain, les gens vont être en mode « Bon, bah maintenant, ça y est, on a nos députés. Merci LFI, merci l'Union. Maintenant, on continue de faire cavalier seul. Voilà, quoi. Mais, désolé, mais ça sera mieux que rien. Merci, Bactérigrem. Ça sera mieux que rien. Hein. Moi, je ne crois pas que ce barrage puisse tenir après les élections. Hein. Je n'y crois pas. Mais par contre, ça sera déjà ça. Ça aura été une union pour contrer ce phénomène-là. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour nous soutenir, vous abonner et faire un don. Et on fera sans eux après. Bah oui, et puis le coup politique pour la France insoumise, c'est de constamment leur rappeler qu'ils ne seraient pas là sans eux, en fait. Ils n'auraient pas pu obtenir leurs députés sans eux. Ils se seraient fait baiser par un Glucksmann et baiser par un Macron. Que précisément, l'Union, c'est voilà, ils les tiendront, en fait, en quelque sorte. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, ce que je disais, ce qui est très dangereux, c'est qu'en fait, en fait, dans tous les cas, le coup de Macron, ce qui est terrifiant, c'est que oui, il y a de grandes chances que l'extrême droite puisse se retrouver avec un Premier ministre en cohabitation. Et voilà. Et donc, c'est sûr que c'est terrifiant. Mais là où tout à l'heure, quelqu'un dans le chat disait « Je suis d'accord avec un macroniste » quand le macroniste parlait du fait que c'était une mauvaise décision. Désolé, mais... on en vient presque à un stade où, quand bien même ça empire la situation du pays du point de vue du fascisme, eh ben, ça peut aussi nous permettre d'avancer nos pions, nous. Donc, est-ce que c'est une si mauvaise situation? Ça dépendra vraiment de ce qui évoluera, mais en tant que tel, pour l'instant, s'il y a une union qui tient, c'est pas forcément une mauvaise situation. De toute façon, on va pas faire comme si on découvrait que le RN était en pleine progression dans le pays. On va pas faire comme si ça n'existait pas. Ces résultats-là, de la part de Bardella, on s'y attendait. Désolé, mais moi, les 30%, genre, je suis pas surprise. Je n'ai pas été bouche bée à la fin de l'élection en me disant « Waouh, putain, ce mec a fait ce score-là ». Non. Dans tout son cynisme. Bah, désolé, mais c'est une question stratégique. On va pas s'apitoyer sur une situation qu'on n'aimerait pas qu'elle advienne pas. Elle advient. Maintenant, il s'agit de jouer nos cartes dans cette situation. Donc, désolé, moi, je pense que pour l'instant, cette question d'union... coalition autour de LFI, et non pas Glucksmann, il faut pas se faire baiser par Glucksmann, et bah cette situation, elle nous convient, enfin dans le sens où elle peut faire avancer nos pions, et au bout du chemin, si jamais cette union tient, ça permettra de présenter la gauche comme le véritable parti d'opposition, la véritable force d'opposition à la montée du fascisme. Et ça déjouera le plan de Macron qui était de se présenter comme le champion face à l'extrême droite. Finalement, il aura perdu sur ce plan-là. Mais il aura perdu. Mais par contre, l'épine dans le pied qu'il mettra dans le pays, c'est sûrement que le Rassemblement national fera des meilleurs scores et aura peut-être un Premier ministre d'extrême droite. Donc voilà. Et ensuite, croyez pas que... Je pense qu'eux aussi, ils vont utiliser le 49.3. Hein. On verra bien, hein. Mais je pense que oui, il y aura aussi des 49.3. Hein.
C'est peut-être mieux de laisser Bardella gagner, maintenant les laisser placer, se planter et les remplacer en 2027. Ah, mais il faut jamais céder. Mais tu te rends compte, gros, t'es là à me défendre Ruffin et après t'as un avis accélérationniste de merde. Mais à quel point t'es cynique? C'est une dinguerie. En fait, tu te rends compte que ces gens-là, en fait, tu te rends compte que la 5ème République est littéralement taillée pour que des gens comme ça, s'ils adviennent au pouvoir, ne peuvent littéralement ne pas le lâcher et foutre le bordel partout. Complètement refaire l'appareil médiatique, faire passer des lois par décret, par 49.3, à la chaîne, pour foutre tout le bordel et littéralement transformer le paysage politique de telle manière que ça devient difficile de lutter après. C'est ça aussi le fascisme en fait. C'est pas juste « Oh là là, on leur laisse les manettes du véhicule et comme ça ils vont se cracher dans le mur et après on reprend le véhicule et les gens vont constater que non, c'est pas comme ça que ça se passe. » C'est vraiment un appareil qui, une fois qu'il prend le pouvoir, déverse une propagande très lourde, fait des purges dans les institutions. C'est hyper... Enfin, c'est l'histoire du fascisme, en fait. On peut pas rigoler avec ça. Leur accession au pouvoir, c'est pas rien, en fait. C'est pas juste eux qui vont essayer de faire de leur mieux et qui vont se planter. Non. Même s'ils se plantent, ils vont trouver des manières pour qu'on ne le sache pas, pour le maquiller à la population, pour imposer leur vision des choses. Renforcer la police, renforcer les institutions de force de l'ordre et tout ça, vous inquiétez pas qu'ils ne laisseront même pas les gens se plaindre. C'est ça, en fait, c'est ça dont il faut se méfier. Donc on ne peut pas se réjouir du fait que le RN arrive au pouvoir. C'est faux. Vous vous rendez pas compte à quel point ça peut enclencher un processus de fou. Ils ont été patients, malheureusement, on y est. Ils vont vendre les médias dont les chaînes publiques, s'ils arrivent au pouvoir, ils l'ont déjà dit, on n'aura plus que des CNews. Bah oui. J'ai vu que l'une de leurs premières mesures était de privatiser l'audiovisuel. Bah oui. Ils vont tout récupérer. Ils vont posséder après la propagande du pays. Après, ils posséderont pas Internet. Mais qu'est-ce que ça donnera après? Peut-être qu'on se retrouvera avec des créateurs de contenu qui vont se taper procès sur procès. Enfin, les gens, on ne peut pas s'imaginer à quel point ça peut se déchaîner, en fait.